Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du CHAM 2023 sur la pertinence et la qualité en santé. Et bienvenue à sa première table ronde « Santé, comment et combien gaspille-t-on » Pourquoi débuter par ce thème? Dans un monde où le système de santé est de plus en plus innovant, de plus en plus performant, les maladies se chronicisent, la population vieillit, fatalement, les dépenses de santé augmentent. Ce thème il traite donc de l'efficience et il fait planer une ombre, celle de la soutenabilité de notre système de santé et de solidarité nationale. Cette ombre est menaçante, mais elle nous appelle au courage de décider, d'entraîner les autres, de prendre des risques, d'échouer souvent, de réussir parfois. Elle appelle nos forces morales pour transformer la menace en engagement et en action au service du bien commun. Notre objectif est double. D'abord, vous convaincre que vous avez bien fait de venir à plus de 1000 mètres d'altitude fin septembre pour participer à une convention. Mais je vous rassure, il faisait 8 maintenant, il fera une vingtaine de degrés cet après-midi. Ensuite, et surtout, de susciter des questionnements, voire mieux, des émotions, quelles qu'elles soient. Ça peut être de la joie à la colère, à la stupéfaction, bien évidemment. Nous allons réaliser donc un voyage que je dirais de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du monde vers la France. Et pour le faire, ce voyage, pour dresser cette toile de fond, nous avons 5 intervenants. Stefano Scarpetta, qui est directeur de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE. Étienne Mainviel, qui est professeur de médecine et à Polytechnique au Centre de recherche en gestion. Anne-Marie Amanderas de Saxé, qui est à ma droite, ancienne conseillère santé, handicap, personnes âgées du président de la République, présidente du conseil d'administration de l'ANAP et présidente du think tank Health&Tech, et 2 directeurs d'administration, un ici en présentiel, Franck Von Lennep, directeur de la sécurité sociale, et à distance, monsieur Thomas Fatome. Donc on va commencer du monde et zoomer vers la France, et pour commencer dans le monde, nous allons commencer avec vous, monsieur Scarpetta, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être ici entre vous. Je crois qu'on ne peut pas commencer une conférence sur ce thème sans évoquer la crise de Covid-19. C'était une catastrophe, un choc pour nos systèmes de santé, pour nos économies, pour nos sociétés. La réponse à cette crise était importante dans tous les pays de l'OCDE. Les dépenses en soins de santé ont augmenté entre 2019 et 2020 de façon considérable. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, on est passé de 8,8% du PIB dépensé pour les soins de santé à 9,7% en 2020. La France, on sait, dépense plus parce qu'en 2020, elle est arrivée à 12,2% du PIB dépensé aux soins de santé contre une moyenne des pays de l'Union européenne de 10,9%. Et même avec cet énorme effort qui a été fait de dépenser plus pour justement faire face aux défis que la crise de Covid nous a mis en évidence, on a bien relevé pendant la crise de Covid des défaillances de nos systèmes de santé. Dans un contexte dans lequel nos sociétés, nos économies, nos populations évoluent, donc il y a un vieillissement de la population, moins en France que dans d'autres pays de l'OCDE, on a des problèmes, des failles importants dans les soins de long terme, des niveaux du personnel insuffisants. Il était insuffisant avant la crise de Covid, et on s'est rendu compte qu'il était vraiment insuffisant pendant la crise de Covid, et aussi des problèmes de résilience des chaînes d'approvisionnement des biens médicaux. Donc vraiment, les thèmes de comment aborder, attaquer et éliminer, si possible, les gaspillages, à mon avis, c'est très, très important. Ou aussi investir davantage dans la résilience des systèmes de santé, dans un contexte dans lequel les finances publiques sont sous pression, avec une dette qui a augmenté dans tous les pays de l'OCDE, inclus évidemment dans la France. Je crois des exemples sur les gaspillages, on en a mentionné beaucoup. Je voudrais en mentionner un qui me frappe particulièrement, c'est les coûts directs du traitement des patients victimes d'accidents évitables liés aux soins qui s'élèvent à 8,7% des dépenses de santé totales dans les pays de l'OCDE, selon une étude qu'on a faite en 2020. On dépense 8,7% des dépenses qui sont pour des accidents qui sont évitables liés aux soins de santé. Donc, les grands doubles défis, c'est d'un côté réduire le gaspillage pour avoir plus de moyens pour l'investissement dans la résilience des systèmes de santé. Alors, nous avons fait des estimations et pour nous, l'augmentation de l'investissement dans le système de santé s'élève à 1,4 points du PIB. Donc, ce n'est pas une augmentation négligeable à l'horizon de 5 ans. Il y a des différences selon les pays. En France, on est à 1,5. Donc, c'est un montant plutôt important. Dans nos estimations, la moitié de cet investissement, il faut le dédier au personnel de santé.
À la fois, on a un manque de personnel de santé, on a un problème d'appariement de leurs compétences par rapport aux besoins, et évidemment, il y a un problème aussi de rémunération. L'autre moitié, il faudra la partager entre la santé publique, la prévention et les équipements. Pour vous donner simplement quelques estimations, dans la santé publique et prévention, il est nécessaire d'investir dans la prévention des infections et de la résistance aux antibiotiques, AMR, et pour réduire les risques essentiels qui sont liés à l'alcool, les tabacs, l'obésité. Vous peut-être connaissez les modèles de microsimulation qui ont utilisé l'OCDE pour tous les pays de l'OCDE. Par exemple, selon nos calculs, investir seulement 2,10 € d'euros par personne et par an en France dans un mix de politiques contre la consommation inappropriée d'alcool permettrait de prévenir 3,8 millions de maladies chroniques et d'accidents d'ici 2050. Notre exemple, le programme national de lutte contre le tabac en France, s'il était maintenu entre 2023 et 2050, permettrait d'économiser quelque chose comme 578 millions d'euros par an en dépenses de santé. Donc c'est quand même une économie importante. Il faut également poursuivre des programmes de vaccination, de tests et d'utilisation des équipements et de protection du personnel. Donc je crois que la crise de Covid, c'était un choc, mais d'un certain côté, c'était aussi, nous a révélé certaines défaillances de nos systèmes de santé. Donc, je crois qu'il a mis encore plus la pression sur la nécessité de traiter les problèmes de gaspillage dans les systèmes de santé, mais aussi d'investir de façon stratégique dans certains domaines pour augmenter, pour améliorer la résilience de nos systèmes de santé. On ne sait pas s'il y aura un nouveau choc dans les futurs, mais probablement il y aura des autres tensions sur le système de santé. Et il y a des méga-trends qui quand même impliquent une demande de dépenses supplémentaires dans les systèmes de santé. Merci beaucoup. Étienne Mainviel, alors vous avez à la fois une vision internationale par vos fonctions, et puis il y a une vision qui est intéressante, qui est à la fois celle de la santé et des champs connexes à la santé. Donc vous, ce sujet-là, du gaspillage, de l'efficience, de la quantification du gaspillage, comment vous le percevez ? Et puis je dirais, ça c'est la petite question en plus, est-ce que la santé est isolée ? A priori non. Et comment font les autres aussi pour arriver à dépasser ça ? Je me retrouve assez dans le propos que vous avez dit sur les... Bon, il y a un débat sur les chiffres, peut-être qu'on va passer... On passera peut-être pas trop de temps, parce que 20%, nous on avait fait des calculs, c'est compliqué. On a sans doute un peu moins que 20%. Le gaspillage en lui-même est difficile à calculer. Il y a parfois, si vous voulez, des stratégies, par exemple, médicales très sophistiquées qui sont considérées gaspillage, alors qu'on se rend compte qu'en fait, c'était tout à fait avéré. Donc le calcul en lui-même est compliqué. Mais je voudrais insister sur peut-être 3 points dans le prolongement de ce que vous avez dit. Le premier, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qu'on peut économiser. C'est certain que c'est un champ. Le zéro gaspillage est illusoire. Je voudrais quand même arrêter quelques secondes là-dessus, parce qu'il ne faut pas non plus prendre l'équation au pied de la lettre en considérant qu'on va économiser 20% de gaspillage. D'abord, ça dépend des types de gaspillage, mais il y a beaucoup de négociations où il y a des compromis. On est dans des jeux sociaux, c'est normal. Donc on n'est pas forcément à être dans l'optimisation. La deuxième chose, si on va vers l'aspect productif que vous avez évoqué, qui est important, je vais y revenir, on sait qu'il faut du mou dans les systèmes complexes comme la santé. Vous me posez la question sur l'intersectoriel. La santé est un sujet où l'activité est complexe, c'est-à-dire que ça va très vite, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'options thérapeutiques. Maintenant, on parle du domicile, de la ville, du médico-social. Donc, il est évident qu'on ne peut pas être dans du flux tendu comme dans d'autres industries où c'est très standardisable. Il y a ce qu'on appelle du mou, du slack organisationnel. Je tiens à signaler d'ailleurs que les Japonais, qui ont été toujours très, très précurseurs là-dessus, ont parlé beaucoup des mudas en termes de gaspillage. Et pour eux, le gaspillage le plus dangereux, c'est la surproduction. C'est-à-dire que c'est le fait de... Pour prendre un exemple, vous êtes avec un taux d'occupation du bloc opératoire à 90%, vous poussez à 95-98%, vous avez peut-être un gain à court terme, mais en fait, vous explosez le système. C'est-à-dire que vous faites des erreurs, du burn-out, et finalement l'inefficience parce que vous avez moins de personnes. Et puis je dirais, il y a un débat au fond sur le temps perdu, qui est un débat à la fois organisationnel, et je ne peux pas manquer de faire un petit clin d'œil, il est aussi philosophique, de Marcel Proust à un certain Guy Valencien. Les grands écrivains de ce monde se sont penchés sur la question. Donc il y a évidemment un sujet sur le temps d'attente qui est aussi un point important. Bon, tout ça pour dire que 20%, ce n'est pas ce qu'on peut économiser, c'est sûr, c'est une marge beaucoup plus faible. Ça n'empêche que c'est un point important. Le deuxième point, je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a différents types de gaspillage. On peut parler du prix du médicament, on peut parler de la bureaucratie administrative dans tout système. Je crois que le gros enjeu,
c'est ce qu'on peut appeler l'appareil productif, c'est-à-dire l'organisation des prises en charge des patients, le parcours, on peut mettre tous les noms qu'on veut, mais c'est un peu ça qui est la difficulté. Les systèmes sont tous confrontés à de la fragmentation. Donc on parle de coordination, de réaction à l'incertitude. Moi, je voudrais insister sur 2 points qui me frappent sur cet aspect. D'abord, c'est important, parce que le gain est vraiment ce que vous avez dit sur doublons, erreurs d'orientation, il y en a beaucoup. C'est intéressant, je trouve, comme action, parce que ce n'est pas une action qui nécessite de la négociation. Quand vous êtes à l'assurance maladie ou à la DSS, vous vous retrouvez à négocier des conventions, des tarifs, et vous êtes dans des négociations avec tout ce que ça représente comme difficulté d'acceptabilité sociale. Dans l'appareil productif, il y a des stratégies gagnantes, c'est-à-dire que si tout le monde se met autour de la table et décide d'être plus coordonné, d'une certaine façon, il y a moins de tension sociale. Puis le 3e point, vous l'avez évoqué, c'est que le gaspillage, dans ce cadre, est complètement associé aux événements indésirables graves. On sait qu'il y a beaucoup d'événements indésirables graves qui sont liés à des problèmes aussi de production, d'organisation. 70% sont de causes organisationnelles. C'est un point qui est assez troublant, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement des pratiques professionnelles qui sont majoritaires, c'est surtout des questions de communication, par exemple, le transfert des ordonnances entre la ville et l'hôpital, que ce soit à l'aller ou à la sortie du patient. Donc on voit qu'il y a cet aspect qui est important. Je rajouterais aussi que c'est une source d'attractivité, parce qu'il y a des études assez rares, mais qui montrent qu'un professionnel de santé, au quotidien, par exemple en milieu hospitalier, il passe au moins 25 à 30% de son temps à rattraper des gaspillages et à être impliqué dans des sujets de dysfonctionnement stupide. C'est l'énergie mentale et dépensée, et en plus, ça le dévie de son expertise. C'est aussi le parcours du combattant pour les patients, il ne faut pas le négliger, même en 2023. Je crois que Guy l'a rappelé en intro, mais les témoignages ne sont pas du tout des histoires de chasse, ce n'est pas des cas isolés, c'est qu'il y a beaucoup de défauts de coordination, d'orientation. Donc je pense que c'est vraiment un sujet. Le dernier point, pour ne pas être trop long, je voudrais insister, c'est qu'il y a un invité un peu surpris, je pense, sur le sujet, qu'on ne peut pas maintenant passer sous silence, c'est quand même le gaspillage des ressources. C'est-à-dire qu'à l'ère de l'Anthropocène, on ne peut pas se permettre, me semble-t-il, de plus débattre de ce sujet quand on a une table ronde sur le gaspillage. On ne peut plus consommer les ressources comme avant. C'est quelque chose qui est maintenant un leitmotiv. Il y a une urgence. Je ne suis pas un écolo pur jus, archi-sensibilisé de la première heure, mais je suis très frappé de voir sur la question tous secteurs confondus, l'importance que ça prend à une vitesse qui est considérable. De ce point de vue-là, la pertinence est un formidable sujet, parce que la pertinence, c'est l'économie de gaspillage des ressources potentiellement, mais il faut l'orienter là-dessus. Et je terminerai en disant qu'il y a peut-être un autre point sur ces gaspillages de ressources dans le cadre d'une sobriété consommatrice, c'est quand même de réfléchir à ces économies circulaires, c'est-à-dire les réusages, les maintenances, qui sont des services qu'on a toujours mis un peu dans la logistique, peut-être avec un côté un peu fastidieux, alors qu'ils prennent une importance fondamentale dans l'évolution du système. Merci beaucoup. Alors, ça va vous permettre à la fois, Madame Armenteras, de dire ce qu'on s'est dit, mais également, je pense, de rebondir. Vous avez insisté sur cette question de la ressource et la question de l'environnement qui était étroitement liée. De comment est-ce que vous voyez le sujet? Manifestement, les regards se croisent assez bien. Et évidemment, dans vos fonctions respectives, où est-ce que vous voyez la lumière? Est-ce que vous la voyez? Alors, d'abord, les regards se croisent et ça marque aussi la situation paradoxale de la France, parce que Stefano est dans une institution qui travaille beaucoup sur la mesure de la qualité, de la pertinence, la mise en relation des déterminants de la qualité. Qu'est-ce qui fait la qualité? Comment est-ce qu'on peut mesurer une qualité d'un résultat dans tous les pays? Et ils apportent beaucoup de méthodologie. Donc, on a beaucoup de savoir qui vient. Étienne, lui, depuis de très nombreuses années, travaille sur les indicateurs de façon pragmatique et scientifique, et on se retrouve encore dans un pays qui dit que la première source de gaspillage, c'est la non-qualité, la non-pertinence. Elle n'est bien sûr pas volontaire. Elle vient la plupart du temps parce que on disait à la Haute Autorité de Santé en 2018 qu'on considérait que 50% des actes et des gestes qui devaient être portés par des bonnes pratiques ne l'étaient pas.
Et donc, on n'a pas un problème en France d'élaboration de la bonne pratique, on a un problème d'implémentation. C'est ça le paradoxe que je voulais souligner, c'est que dans le monde et en France, nous avons d'excellents scientifiques, d'excellents professionnels qui pourraient aider nos professionnels avec bien sûr les agences ad hoc à progresser sur la qualité et la pertinence, et c'est très compliqué, on a ce problème d'implémentation. Et pourquoi on a ce problème d'implémentation? Donc, premier truc, je pense, parce que, Guy Valencia l'a dit dans son introduction, parce qu'on paye quel que soit le résultat du soin. Est-ce qu'on peut arrêter avec ça? Est-ce qu'on peut 40 ans, 50 ans après les travaux sur qu'est-ce que c'est qu'un résultat de qualité, est-ce qu'on peut avancer tous ensemble, justement parce qu'il faut aller chercher de l'argent pour faire face à de nouveaux enjeux, je vais en parler, et vous m'avez interrogé, Gaëtan, là-dessus, mais est-ce qu'on peut rapprocher la non-qualité et la qualité de la pratique quotidienne de l'équipe? Qu'est-ce qui fait, au fond, que c'est compliqué d'entendre ce que vous avez donné? Il y a des chiffres macro internationaux, Étienne y donne des chiffres macro nationaux, la CNAM en donne régulièrement des exemples de pas bonnes pratiques nationaux, mais l'équipe, comment elle se retrouve là-dedans? Une équipe peut se retrouver quand elle peut mettre ses résultats en comparaison, mais si on ne l'extrait pas, si on ne les exploite pas, on ne peut pas se comparer. Si on ne peut pas se comparer, on ne s'améliore pas. Donc la question du résultat, elle est politiquement majeure aujourd'hui, me semble-t-il. Il faut un tout petit peu de courage. Mais si on partage le courage à plusieurs, ça fait un peu moins de courage à chacun à donner. Alors, ensuite, le deuxième sujet, donc c'est un peu la réponse à votre question. On gaspille également, au-delà de la pertinence et de la qualité, parce que nous sommes dans un système qui est trop réactif à la maladie et pas assez proactif à la santé. Donc ça, c'est les grands mots, les grands sentiments. Stéphano l'a dit, le Covid l'a montré. Ceux qui ont le plus payé, c'est ceux qui étaient atteints par les maladies chroniques. Ils le savaient ou ils ne le savaient pas. Et donc, il y a une autre notion du gaspillage qui me paraît importante, qui est celle de dire attention, parce que non seulement on a ce gaspillage qu'on accumule depuis des dizaines d'années, mais on en a un à venir. C'est celui qui consiste à payer la maladie que l'on pourrait éviter, parce qu'on n'arrive pas trop, parce que c'est compliqué de changer d'échelle pour faire de la prévention primaire, notamment dans les territoires. Il y a ces maladies dont on pourrait retarder les effets délétères qui consomment des soins, consomment du temps, et qui sont les maladies chroniques. Et moi, je regrette un peu qu'on n'ait pas encore, mais peut-être que ça viendra, une vraie dynamique sur l'organisation des soins intégrés sur les maladies chroniques dans les territoires. Et puis, effectivement, la question, elle s'invite, moi je suis d'accord avec ce que dit Étienne, la question de la sobriété dans la pratique médicale et dans la production des soins et des outils des soins que sont les médicaments et les dispositifs, la question de l'éco-soin, elle s'invite d'autant plus que quand Stéphano disait « il faut qu'on économise le gaspillage pour investir », si on demande à tous nos jeunes gens de réduire le gaspillage pour investir dans la résilience du système, on a essayé, hein, peut-être qu'on était très mauvais, en tout cas on n'y est pas arrivé. En revanche, je vous donne juste un chiffre, l'ANAP a fait un premier webinaire sur la santé peut-elle être écologique, sans aucune publicité. Le premier soir du branchement, 5000 personnes se branchent. Du coup, le directeur dit on va peut-être le faire rien que pour les EHPAD. Un EHPAD peut-il être écologique? Boum, 3000 branchements. Alors, donc, pour terminer, donc, ces enjeux, ils sont bien sûr très important, il faut économiser pour faire face à maladies chroniques, vieillissement, la transition numérique. Il va falloir investir, récupérer de l'argent plus tard, mais il faut investir. Et puis la transition environnementale. Et au fond, l'espoir, il est où? C'est qu'il y a quelque chose qui nous permet de déverrouiller ce qui était compliqué jusqu'à il y a quelques temps, c'est les outils numériques. Extraire les résultats, quand on est chirurgien, au bloc opératoire, bien sûr, il y a des militants qui le font. Guy Valencia l'a fait il y a 20 ou 30 ans déjà, mais c'est compliqué pour tout le monde. Avec les outils numériques, c'est certainement beaucoup plus facile de faire mettre d'accord les sociétés savantes et de dire il y a 3-4 indicateurs qui vont être directement extraits.
extraits. Et sur la prévention, c'est pareil. Sur la prévention, pour pouvoir cibler les populations à risque, pour pouvoir personnaliser le dépistage, la prédiction pour faire de la prévention, les outils numériques peuvent maintenant aider. Et donc, d'une certaine façon, je dirais que c'est déjà gaspillé si on n'utilise pas ça. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu que le tour de table n'est pas innocent. J'allais dire la parole à la défense à la fin. Ce qui serait évidemment... Je dis ça évidemment gentiment, mais parce que, on a le bon rôle, c'est-à-dire qu'on a fait des constats. Certains sont encore en responsabilité ou l'ont été. Puis on a la chance d'avoir 2 directeurs d'administration qui œuvrent sur ces sujets-là. Donc au vu de ce qui a été dit autour et de ce que vous réalisez tous les jours, je sais que vous êtes concertés tous les deux avec M. Fatome pour arriver à faire passer les messages qui vous semblent essentiels. Comment est-ce que vous voyez ce sujet-là et comment est-ce que vous tentez de répondre aux enjeux qu'on a évoqués autour de la table ? Merci, bonjour. Je ne crois pas que nous soyons la défense. Je pense que la pertinence, c'est vraiment tous ceux qui sont dans cette salle. Voilà. D'abord, je voudrais peut-être saluer le thème retenu cette année parce que maintenant, après le Covid, on voit que la soutenabilité à la fois des dépenses publiques et des dépenses de santé revient. Et elle revient fort. Et je crois que tout le monde est d'accord pour se dire que pour assurer la soutenabilité des dépenses de santé, il faut réussir à avoir des nouvelles ambitions, des nouvelles méthodes par rapport à la période avant Covid. Et que dans ces nouvelles ambitions, cette nouvelle méthode, la pertinence peut être au centre. Mais à condition que ce ne soit pas un cache-sexe, à condition que ce ne soit pas seulement pour se dire, bon, là, on ne fait plus la régulation de l'Ondam comme avant, maintenant on fait de la pertinence et puis tout le monde est content. Non, ça va demander évidemment un grand nombre d'efforts. Et donc, dans les quelques mots que je dirais ici, mais aussi sans doute ceux que dira Thomas Fatome, c'est donner un peu quelques exemples de la manière dont on aborde des sujets, mais qui vraiment demandent des efforts, mais collectifs, pas de la DSS ou de la CNAM, de tout le monde. Peut-être quelques éléments de réflexion rapide. D'abord, sur l'évaluation, au-delà de savoir quel est le montant total éventuellement du gaspillage, je pense que pour nous, en lien avec l'action, ce qui est le plus intéressant, c'est d'être capable d'avoir des évaluations par segment de soins par segment de soins, d'essayer d'avoir des cibles sans forcément chercher à atteindre 100% d'une cible, comme le disait Étienne, parce que de toute façon, on sait qu'on n'y arrivera pas, mais voilà, d'avoir des quantifications et des cibles plutôt segment de soins par segment de soins, pour ensuite pouvoir y accrocher véritablement des plans d'action. C'est la première chose sur l'évaluation. La deuxième chose, c'est sur la définition. Là, on va parler pendant ces 2 jours beaucoup de pertinence et de qualité, mais derrière le terme gaspillage, ça va au-delà. Et il y a aussi, même si ce n'est pas le sujet de cette journée, la question du prix. C'est-à-dire, est-ce que derrière les prix, il y a du financement de sous-productivité? Est-ce qu'il y a de la captation de rente au détriment des payeurs, etc. Tout ça, c'est aussi évidemment de la lutte contre le gaspillage. Mais enfin, si on en reste là à la question de la pertinence, l'intérêt de la pertinence et de la qualité, et c'est vraiment, c'est très important de toujours garder le lien entre les deux, c'est par rapport, en tout cas pour nous, direction de la sécurité sociale, par rapport à la période avant Covid, c'est que ça permet de faire un lien avec le patient, et pas seulement de la régulation, pas seulement la dimension financière. La dimension financière, on ne va pas s'excuser de la chercher, hein, la direction de la sécurité sociale, évidemment, on est là pour ça. Mais ça permet de réunir, de mobiliser les acteurs, y compris les patients, sur une dimension qui est évidemment bien au-delà de la dimension financière, qui est celle de la qualité, et donc celle du patient, d'abord. Deuxième type de réflexion, c'est sur les typologies. Donc nous, il y a beaucoup de choses dans les travaux de l'OCDE et ailleurs sur les typologies. En tout cas, nous, quand on réfléchit sur ces typologies de la non-pertinence, on essaie de l'accrocher derrière à ce qui peut être des plans d'action. Donc c'est pour ça qu'on regarde là où il peut y avoir des actes inutiles, là où il peut y avoir des actes pouvant être réalisés à meilleur coût et efficacité, là où il peut y avoir des prescriptions inutiles. Voilà, et quand on décline l'ensemble de ces pans, évidemment, derrière, on y accroche des plans d'action. Et autre réflexion, évidemment, c'est qu'il y a une panoplie de leviers qui sont connus, qui sont anciens, et que toute la difficulté, c'est à la fois d'agir sur tous les leviers et de mobiliser tout le monde autour de ces leviers. Donc il y a les leviers autour globalement de l'information, que ce soit vers les professionnels de santé, vers les assurés, information au sens large. D'ailleurs, il y a les recommandations de bonne pratique, il y a la communication, il y a l'information individualisée, etc. Il y a évidemment derrière ces informations, il y a les indicateurs, et les indicateurs de qualité et l'importance primordiale sur lesquels on est encore en retard, sur la transparence sur les indicateurs de qualité. Donc il y a tout le sujet de l'information au sens large. Ensuite, il y a
Deuxième levier, toutes les incitations financières, les incitations vers les professionnels ou aussi vers les patients. Il existe des incitations vers les patients. On a le fameux, par exemple, l'article 66 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2019 sur la prise en charge, le remboursement des médicaments sur la base du prix du générique. Et puis, troisième type de levier, il y a tout ce qui est réglementaire, mesures d'ordre public, la certification, les mises sous accord préalable, etc. Tout ce qui est davantage dans l'encadrement et la contrainte. Et donc, évidemment, tous ces leviers peuvent être complémentaires. Il ne faut pas forcément tous les activer sur chaque segment, mais bon, c'est la capacité, en tout cas, à les activer globalement, qui reste quand même vraiment devant nous. Et donc je disais, ils sont assez anciens, évidemment, et ça, on va beaucoup en parler dans la journée. Ce qui est important, c'est de plus en plus d'être capable de s'appuyer sur les données. Il y a de plus en plus de données, et je salue aussi le fait qu'il y ait plusieurs tables rondes aujourd'hui autour de la capacité à mobiliser les données. On a suffisamment de données pour être capable à la fois de piloter la qualité et la pertinence, et puis aussi peut-être de plus en plus de la rémunérer. Enfin, pour terminer avec des exemples d'actions, je veux dire d'une part qu'il y a des mesures, et vous les verrez, mais il y a des mesures en lien avec la pertinence dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été présenté hier. Certains, par exemple, sur des mesures comme la capacité pour les pharmaciens à prescrire des antibiotiques après un test diagnostique en cas de cystite ou d'angine. Il y a des mesures, par exemple, et Thomas Fatoumi reviendra, je pense, sur le contrôle des arrêts de travail. Et puis, au-delà de ces mesures qui essaient de s'attaquer à divers pans de la dépense, le gouvernement a une priorité maintenant et dans les prochains mois, c'est sur les produits de santé. Il y a donc eu cette guide, je crois qu'il faisait référence tout à l'heure, cette mission sur les produits de santé qui a été voulue par la Première ministre au premier semestre et qui, parmi ses recommandations, le rapport a été remis cet été, recommande une action forte et collective sur les volumes de produits de santé et en particulier de médicaments. Et on sait tous qu'on continue en France d'avoir une consommation élevée sur tout un tas de classes d'antibiotiques, d'antalgiques, benzodiazépines, etc. Et face à ce constat qu'on connaît, la mission appelle à une mobilisation collective, et donc c'est cette mobilisation qu'on va essayer, avec d'autres, sous l'égide du ministre de la Santé, de construire et d'animer dans les prochains mois, en sachant que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a un objectif ambitieux d'économie sur les volumes de médicaments dès l'année prochaine, puisqu'au-delà des économies traditionnelles habituelles, qui sont dans la maîtrise médicalisée pilotée par la CNAM, il y a 300 millions de plus l'année prochaine, avec cette ambition de dire ayons une politique plus équilibrée sur la gestion des prix, mais en parallèle, soyons davantage capables de maîtriser les volumes et donc davantage maîtriser la pertinence de la prescription de médicaments. Merci beaucoup. Monsieur Fatom est en distanciel. Alors, on a parlé beaucoup de données. La CNAM a une politique qu'on peut noter qui est très favorable à la diffusion des données, à l'ouverture des données. Il y a beaucoup de nouveaux outils qui apparaissent. Moi, ça m'a beaucoup marqué, qui sont connus de tous et qui sont assez performants. Donc, ce serait intéressant qu'à la fois vous puissiez évoquer ce sujet-là, parce que vous êtes créateur de données et un diffuseur de données, et puis de savoir comment vous vous inscrivez dans l'action, au-delà de la production de données, pour traiter ce sujet qui est le sujet de cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas être avec vous ce matin. J'en suis le premier déçu, si j'ose dire, et ça me permet quand même d'échanger. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, sur la réalité de ce gaspillage, sur les chiffres et les exemples. Vous le savez, je crois, vous l'avez dit les uns et les autres déjà, l'assurance maladie, chaque année, notamment dans le cadre de son rapport sur les produits, essaye de mettre en lumière des exemples et surtout en face de ces exemples, des actions. Comme peut-être que la meilleure défense, c'est l'attaque, le premier élément que je voulais partager avec vous, c'est que parfois on se sent un peu seul à l'assurance maladie pour mettre en avant, mettre en lumière et partager ces inefficiences, ces défauts de qualité, cette non-pertinence. Un des premiers remèdes, peut-être, ce serait que davantage d'acteurs, publics, privés, professionnels de santé, sociétés savantes, hôpitaux, publient des éléments, mettent en avant, mettent dans le débat public, parce qu'à chaque fois qu'on met des sujets, ça interroge les acteurs. Et cette journée, de ce point de vue-là, la thématique de ce CHAM de cette année était évidemment une opportunité magnifique pour pouvoir
voilà, faire parler les acteurs de cette thématique de qualité et de pertinence. Franck Van Lennep l'a évoqué, l'assurance maladie, en lien bien sûr avec les équipes du ministère, était évidemment très mobilisée sur ces thématiques. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, mais qui est aussi un bon exemple d'ailleurs de gaspillage qui concerne un peu tout le monde, notre plan d'action sur les arrêts de travail qui a commencé à se déployer. Et pourquoi je pense que c'est un bon exemple? Parce qu'il concerne justement tout le monde. Les assurés, patients, les prescripteurs et les entreprises aussi, le cas échéant, qui peuvent malheureusement créer les conditions dans lesquelles il va y avoir une souffrance au travail, donc un arrêt de travail et donc quelque part une forme de dépense injustifiée et de gaspillage. Et c'est vrai qu'on va continuer à déployer, et là aussi Franck Van Lennep le disait, différents outils de l'information, de l'accompagnement, du contrôle, de la sanction, le cas échéant, vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes à ce sujet d'arrêt de travail qui, c'est vrai, présente une dynamique importante et un montant de dépenses, 16 milliards d'euros considérable. Je voulais revenir peut-être sur un point qui me semble central, puisque ça a été dit par les acteurs, et encore une fois, le diagnostic, il est fait, et les exemples sont nombreux de ce gaspillage ou ce défaut de qualité. Il me semble que la question qui est en face de nous et sur laquelle on essaye côté assurance maladie avec nos partenaires, et je pense que Franck aussi l'a bien dit, c'est d'abord une affaire d'acteurs du système de santé. Comment on crée auprès d'eux une volonté d'agir et même un intérêt à agir? Quel est l'intérêt à agir aujourd'hui d'un patient, d'un prescripteur, d'un hôpital à agir sur la qualité et la pertinence? Et très sincèrement, ça n'est pas si facile que ça de répondre à cette question. Et on s'emploie de notre côté finalement à pousser cette volonté, à créer les conditions, à créer l'intérêt à agir des acteurs. Je prends quelques exemples en lien avec l'actualité, évidemment. Dans quelques semaines, nous lancerons une campagne sur le bon usage du système de santé. On parle beaucoup de ces rendez-vous non honorés. Comment on rappelle aux assurés les réflexes de base. Voilà, quand vous n'allez pas chez un médecin, vous prévenez, on ne gaspille pas du temps médical aujourd'hui. Eh bien, redonner auprès des patients les réflexes du bon usage du système de santé, ça fait partie des choses basiques, mais que finalement, si quelque part, je pense qu'il faut que l'assurance maladie le fasse et occupe ce terrain de la pédagogie et de l'accompagnement des patients. Évidemment, derrière ça, il y a des choses plus structurelles, et Anne-Marie Armand-Terrasse l'évoquait tout à l'heure, cette logique d'organisation intégrée et de parcours de soins intégrés. C'est ce qu'on fait sur l'insuffisance cardiaque. C'est aussi un magnifique exemple. Informer les patients, informer les médecins dans le repérage de l'insuffisance cardiaque très tôt. On sait que c'est un parcours de soins qui va moins gaspiller de ressources, qui va être plus efficient et qui va être plus garant de qualité. Et organiser la sortie de l'hôpital d'une personne qui a été hospitalisée pour insuffisance cardiaque, là aussi on investit là-dessus, eh bien on sait que c'est des soins mieux organisés et une qualité meilleure. Comment on crée l'intérêt à agir sur les prescripteurs pour que leurs actions, leurs prescriptions soient davantage conformes au référentiel, soient davantage marquées par l'efficience. Ce sera évidemment une thématique centrale de la négociation qu'on souhaite relancer avec les médecins libéraux dans les prochaines semaines, davantage même que ce que ça a été lors de la précédente négociation qui n'a pas abouti, parce que Franck Van Lennep l'évoquait, on a des objectifs dans l'ONDAM 2024 très élevés en matière de bon usage des produits de santé. On a une feuille de route qu'on va contribuer à construire avec le ministre et ses équipes sur cette thématique-là, avec l'ensemble des parties prenantes. Et évidemment, la question de l'intérêt à agir et de proposer aux professionnels de santé, aux médecins libéraux, des nouveaux outils. Comment on crée l'intérêt à agir à l'hôpital également? Je regardais hier, en préparant cette table ronde, un chiffre qui me frappait. Le poids des prescriptions fait à l'hôpital et qui s'impute sur la prescription de médicaments en ville, enfin les dépenses de médicaments en ville, est passé de 32% en 2017 à 43% en 2021. 43%. Presque une prescription sur deux en ville est exécutée par un prescripteur hospitalier. On sait que l'intérêt à agir immédiat de l'hôpital aujourd'hui à maîtriser ses prescriptions, honnêtement, il est très faible. Donc comment, dans les réformes à venir du financement de l'hôpital, sur la qualité, sur la pertinence des soins, comment on crée, pour la communauté hospitalière et puis pour les gestionnaires de l'hôpital, un intérêt à agir pour que cette dépense soit maîtrisée? Ça fait partie aussi des défis qu'on aura à partager dans cette feuille de route sur le bon usage. Et je me permets de partager, de compléter un point qu'évoquait Guy Valencien. Il disait finalement, c'est parce qu'on a une obligation de moyens. Je pense qu'il faut qu'on soit lucide aussi. Il y a deux éléments qui expliquent pourquoi c'est très compliqué de lutter contre le gaspillage. Notre système, il est fait pour rembourser vite.
le plus vite possible, hein, la réalité. Et est-ce qu'on est capable de se défaire de ça? Est-ce qu'il faut vraiment se défaire de ça? Je ne suis pas sûr. Et puis, il est caractérisé par une liberté du patient, liberté du prescripteur. C'est aussi des choses auxquelles on est très attaché. 2 points, peut-être pour conclure, et pour répondre très directement à votre première question, et qui ont été évoqués par un certain nombre des intervenants, et notamment, je crois, par Étienne Mainviel. Je suis absolument convaincu que la sobriété et la décarbonation sont des enjeux et sont des leviers absolument majeurs pour nous aider, côté assurance maladie, avec les professionnels à lutter contre le gaspillage. Quand demain, on revient voir les professionnels, on leur dit qu'il faut faire des économies dans le système de santé, honnêtement, c'est pas facile. Quand on vient les voir pour leur dire le système de santé, c'est 8% des gaz à effet de serre de ce pays, le médicament, les produits de santé, c'est 50% de ces gaz à effet de serre, comment, ensemble, on utilise la sobriété des ressources du système, tout simplement la sobriété, pour pouvoir décarboner le système de santé. Et on sait qu'on n'aura pas de décarbonation du système de santé sans sobriété, sans une meilleure maîtrise des prescriptions. Et le deuxième volet sur lequel je voulais insister, c'est les données et les systèmes d'information. La révolution du numérique en santé, elle s'engage, elle est là. Donner de la data aux professionnels de santé, moins d'examens inutiles dès lors qu'ils sont dans mon espace santé, et c'est en train de décoller. Donner de l'information aux patients sur leur parcours de soins, c'est en train de se faire. Et il y a quelque chose qui se voit moins et qui va se voir dans les prochaines années dans nos systèmes d'information à nous, c'est comment à la source, on bloque de la prescription, on bloque dans notre facturation des prescriptions de bandelettes de diabétiques, parce qu'aujourd'hui, il y a un tiers des patients qui dépassent les 200 bandelettes par an, parce que comment on bloque des prescriptions de biologiques qui sont inadaptées. Et tout ça, ça va devenir une réalité dans les prochains mois. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire des pas importants pour lutter contre le gaspillage. Pardon peut-être d'avoir été trop long. Merci beaucoup, un tout petit peu, mais écoutez, c'est pas grave, l'exercice distanciel joue beaucoup là-dessus. Alors moi, je vais parler d'un sujet qui est très transversal de tout ce que vous voulez dire. Vous avez commencé en parlant de la nécessité d'investir dans les compétences, dans la qualité des professionnels au-dessus du nombre. On a parlé de la pertinence, on a parlé de la qualité, c'est le thème de ce CHAM-là. Il y a un sujet que tout le monde connaît, c'était celui de la recertification des professionnels de santé. On est en plein dans la question de la pertinence, dans la question de la qualité, on est dans la question de l'évaluation. C'est des sujets qui sont transversaux, on le voit, parce qu'il y a les redéfinitions des compétences. Avec les infirmiers, au début, c'était l'évolution des professions infirmières qui ont fait hurler les médecins. C'est pour ça que je considère que les médecins font aussi partie de la défense, et qu'en réalité, on est tous du côté de la défense. Malheureusement, on est tous responsables de ça. Levée de bouclier médical. Actuellement, on a vu les infirmiers qui étaient évidemment vent debout face à notre réaction, voir une toute petite avancée qui arrive, c'est celle de permettre aux aides-soignants de devenir infirmiers. Levée de bouclier des syndicats infirmiers. Donc manifestement, alors en tout cas c'est bien, ça nous fait un point commun entre médecins et infirmiers, un point commun supplémentaire. Question que je me pose autour de cette table, c'est pourquoi cette question de la recertification, cette question de l'évolution des compétences, elle n'avance pas. La recertification, elle devait être appliquée dès janvier 2023. Pour l'instant, on n'en voit pas la couleur, on ne voit pas de référentiel de compétences. Bref, voilà, on se demande si la bête bouge encore. Donc, j'aimerais bien savoir autour de cette table ce que vous en pensez très rapidement. Est-ce que vous pensez que c'est très français? Est-ce qu'on a la chance d'avoir des points communs avec les autres pays de l'OCDE? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça, c'est un problème majeur et on ne peut pas avancer sur les sujets structurels déjà si on est incapable soi-même de considérer qu'on peut être évalué. À mon avis, c'est la base. Donc comment vous voyez ça rapidement, de façon impactante? Et il n'y a pas d'ordre, vous pouvez y aller. C'est fondamental que nous puissions avancer là-dessus. Il me semble qu'on était déjà un pays en retard. Stéphano va confirmer. Et donc, on était en retard sur la recertification. Qu'est-ce que c'est la recertification? C'est la rencontre entre l'évolution des compétences et la qualité de la compétence pour le patient. C'est centré patient, la recertification. Donc, c'est fondamental que ça sorte. Moi, je ne sais pas si les textes sont bloqués en retard ou pas, mais en tout cas, ce que je regrette, non seulement c'est que, bon, si ça prend du retard, il faut le regretter, ce que je regrette, c'est qu'on ait considéré que c'était bien d'être recertifié, c'est-à-dire d'avoir à prouver finalement qu'on était sur le fil de l'actualité, de la connaissance et de la compétence quand on est jeune et pas quand on est ancien, puisque la recertification ne s'appliquera pas à ceux qui sont les plus anciens dans la carrière. C'est
assez invraisemblable à expliquer, à comprendre, mais c'est comme ça. Bref, le compromis s'est fait là-dessus, le deal s'est fait là-dessus, c'est comme ça. Mais donc, ça, c'est important. Et justement, je pense que dans cette histoire de la recertification, quel que soit son nom, en fait, le fait de pousser les professionnels de santé de façon individuelle à produire leurs résultats et à se comparer leur permet justement là de progresser entre deux certifications et d'être plus au fait des choses. Alors là, les questions pour vous, M. Scarpetta. Est-ce que les Français, on est seuls là-dessus? Et directement après, Étienne Mainvielle, c'est de dire, alors à mon avis, ce genre de problème, ça a dû se voir dans d'autres professions. Est-ce que ça avance? Est-ce que c'est nous qui sommes totalement bloqués? Donc voilà, on va commencer. Est-ce qu'on est isolé? Est-ce qu'on est, c'est très français? Alors, je vous rassure tout de suite, non, vous n'êtes pas isolé du tout, c'est un problème général. Déjà, parlons des quantités. Il nous manquait en 2019, avant la crise de Covid, 3 millions de personnels de santé dans les pays de l'OCDE. Et probablement, ce chiffre est beaucoup plus large aujourd'hui. Il y a un problème aussi des fatigues et de personnel de santé après le Covid. Mais il y a effectivement une question d'appariement de compétences, donc ce que vous appelez la recertification. Et là, c'est un problème majeur, parce que le système, disons, le marché au travail de la santé est très ferme. Il y a des problèmes d'entrée dans le système éducatif pour devenir médecin ou devenir infirmière. Et après, il y a une certaine barrière à l'adéquation des compétences par rapport à un métier qui change énormément. Et donc, on a tous les statistiques que vous voulez sur un nombre d'infirmières qui n'utilisent pas toutes les compétences qu'ils ont acquises ou qui, personne, reconnaissent les compétences qu'ils ont acquises pendant leur vie professionnelle. Et donc, malheureusement, je crois qu'en France, et ce n'est pas seulement en France, l'idée de la recertification est subie par le personnel de santé plutôt qu'être un outil pour justement pouvoir avoir des performances meilleures, donc pour être plus utile et pour avoir aussi leurs compétences reconnues et donc certifiées en quelque sorte. Et cela est lié aussi à l'autre question, parce que nous, on dit que la moitié de l'investissement de la résilience doit être un investissement dans les personnels de santé. Ce n'est pas seulement plus de médecins, plus d'infirmières, mais sur réduire ou améliorer l'appariement entre les compétences qu'ils font et en quelque sorte donner aussi accès à la formation qui est nécessaire. Je crois qu'Anne-Marie avait mentionné justement le fait que le secteur de la santé, c'est un secteur qui a beaucoup de données, mais a très peu d'informations. Donc, on n'utilise pas l'information qui est disponible dans le système de santé. Et je crois qu'un des domaines, justement, sur lesquels il faudra utiliser mieux l'information, c'est reconnaître mieux les compétences que le personnel de santé a développées par la formation initiale, mais aussi par leur vie professionnelle. Et comprendre quelles sont les demandes nouvelles que les différents professionnels font face. Et est-ce qu'ils ont les compétences, justement, pour répondre à cela? Ça, ce n'est pas une question du système de santé seulement, mais je crois qu'on a été évoqué la ChatGPT, l'intelligence artificielle. Dans tous les domaines, une des contraintes majeures à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est le manque du personnel avec les compétences nécessaires pour pouvoir utiliser cette technologie. Merci beaucoup, Étienne Mainvielle. En 1 minute, parce qu'ici c'est parfaitement minuté, 1 minute 10. Si tu ne me prends pas 30 secondes. Non. Moi, je pense que ça dépend un peu des compétences. Qu'est-ce qu'on met derrière? Parce qu'on est dans un domaine, la santé par rapport aux autres, où l'expertise professionnelle est majeure, c'est sûr. Mais si on reprend l'analyse intersectorielle, ce qui est très frappant, je trouve, c'est que le tropisme est beaucoup trop mis là-dessus. D'une certaine façon, le sujet n'est pas là. Je pense qu'il est beaucoup plus sur des questions d'organisation, de communication, de management. Et de ce point de vue-là, le système est très peu formé. Les médecins, les soignants sont très peu formés au travail d'équipe, à la coordination à distance. Il y a beaucoup de jeux de pouvoir. Donc, je pense que le sujet, il est là sur le comment à l'heure actuelle. Deming, qui est un grand spécialiste de la qualité, a toujours dit que c'est 80% de l'organisation, 20% de la pratique professionnelle. C'est peut-être un peu plus dans la santé, mais c'est quand même beaucoup sur l'organisation. Si on va par là, en 10 secondes, il y a quand même 2 points, je pense. C'est qu'on est, de ce point de vue-là, très en retard sur le management dans la santé par rapport à d'autres secteurs de services, parce qu'on n'a pas trop travaillé ces sujets-là. Et c'est très frappant, parce qu'on parle, Anne-Marie parlait par exemple du numérique. Oui, très bien le numérique. Il y a le plus positif. Nous, par exemple, à l'École Polytechnique, on fait des préventions avec un travail sur les algorithmes dans la prévention. On voit qu'il y a des nouvelles formes de prévention qui se développent, qui proposent des interventions plus coût-bénéfice. Mais ça peut mener aussi au pire. Je vous rappelle cette anecdote pour terminer, qui n'est pas française. Un système de télésurveillance mis en place dans un groupe américain. Les patients étaient appelés le lendemain de leur sortie 3 fois en 1 heure par 3 personnes différentes qui leur demandaient comment ça allait. Donc à la 3e fois, le patient commençait à s'inquiéter en se disant qu'il y avait certainement quelque chose derrière.
L'analyse montre qu'en fait, il y avait 3 systèmes de télésurveillance et qui n'étaient pas coordonnés entre eux. Donc ça veut dire que l'organisation, elle va se nicher dans tous ces détails. Je dirais que nous, on a mené une expérience à Gustave Roussy, Capri, on a publié dans Nature, où on a montré que c'est numérique, mais plus organisation. Ce n'est pas que l'outil numérique qui apportera. Merci beaucoup, Étienne. Monsieur von Lennep, une mesure soit qui est déjà appliquée, soit qui va être appliquée, qui vous tient à cœur, qui permet de répondre à ces problématiques qu'on a évoquées. Alors là, c'est un peu difficile de répondre à l'ensemble des questions qu'on a évaluées là. C'est pour ça que vous choisissez celle qui vous intéresse. Non, moi, ce que je voudrais, puisque je parlais tout à l'heure de médicaments, ce serait une feuille de route pluriannuelle qui soit partagée avec l'ensemble des acteurs. Et j'appelle, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs du système de santé dans cette salle, je vous appelle tous à contribuer et à participer, et que ce ne soit pas, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, la défense face aux autres, et qu'on soit vraiment tous capables de collaborer à l'élaboration des objectifs et des actions. Merci beaucoup. Donc on reste sur ce message, faire bloc. Merci à tous les 5. Merci Thomas Fathomme en distanciel. Et on passe à la table ronde suivante. Merci à tous. Merci.